comme quoi à la Médina, Goudoussi est à Dakar actuellement, donc il est en contact avec beaucoup de nos ressortissants de la Médina et qui suivent notre Assemblée générale en direct. C'est une occasion de les saluer et de leur demander que nous avons besoin de leur implication, de leur forte implication pour l'UDRG au Sénégal, parce qu'ils constituent une force motrice non négligeable. Et donc on les salue en votre nom à tous. On salue tous nos ressortissants de Dakar, de la Médina, et tous nos ressortissants qui sont éparpillés à travers le monde. Ceux qui sont dans le continent africain, comme ceux qui sont en Amérique et ceux qui sont en Europe. Donc c'est un salut fraternel, d'encouragement, et de leur dire que de toutes les façons, avec l'aide de Dieu, la Guinée va évoluer, la Guinée va changer, et dans quelque temps, les choses iront nettement mieux que par le passé. C'est ce que nous souhaitons et c'est ça aussi qui est notre engagement et notre lutte. Rien n'est perdu, donc prenez courage et puis faisons en sorte que demain soit nettement meilleur par rapport à maintenant. Merci beaucoup. maa ngi leen nuyu yéen ñu nekk Médina, Guédiawaye, Yarax, Dakar, maa ngi nuyu ñëpp. Je crois que vous avez une question. On a une question. Quelle analyse faites-vous par rapport à une éventuelle augmentation du prix du carburant? Bien. Tout à l'heure, dans mon exposé préliminaire, j'avais dit que la question de la gouvernance économique et sociale de notre pays, malheureusement, n'a pas été analysée avec pertinence depuis pratiquement 1985, pour être juste. Le 22 décembre 1985, vous savez, il y avait un vaste programme de restructuration économique et financière que le général Lansana Conté avait lancé. De l'étatisation, on est passé du jour au lendemain à un mode libéral. Mais depuis lors, on n'a pas fait de manière une analyse pertinente, un véritable diagnostic. Est-ce que la voie suivie est-elle en conformité avec les intérêts du pays? Est-ce que les blocages qui se sont érigés au fil du temps n'ont pas étouffé les possibilités d'émergence d'une économie performante? Et malheureusement, les mêmes rigidités qui sont nées de la transformation de l'étatisation à un libéralisme qui est relativement débridé, nous n'avons pas fait l'effort nécessaire intellectuel et politique de l'analyser dans le fond. Ce qui fait que dans les rapports internationaux, on nous dit toujours que la Guinée doit procéder à des réformes structurelles majeures de son économie pour pouvoir générer une croissance et en assurer une répartition équitable pour permettre d'avoir un environnement porteur et de bien-être pour sa population. Ce qui n'est pas fait. Nous avons une politique monétaire qui n'a pas changé depuis 1985. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, en 1985, un franc guinéen est égal à un franc CFA. Au janvier 1986, un franc guinéen est égal à un franc CFA. L'inflation qui en a découlé fait qu'aujourd'hui, un franc CFA est égal au minimum à 16 francs guinéens. Et par conséquent, la disparité des prix de part et d'autre par rapport à un environnement qui est zone CFA, sauf le Libéria et la Sierra Leone, nous fait que notre économie ne peut pas prospérer si on ne remet pas en cause notre politique monétaire en profondeur. La gestion de la Banque centrale doit être revue de fond en comble parce que c'est un goulot d'étranglement qui fait que l'épargne nationale n'est pas suffisamment valorisée. Au contraire, ça ne peut pas se faire. Dès que vous mettez votre argent à la banque, il va de soi, chaque année, il y a une déperdition. Donc les gens thésaurisent, les gens sont portés à garder des devises, à faire que la monnaie nationale ne peut pas avoir de la valeur. Ça c'est un problème. Deuxième problème,
les finances publiques ne sont pas organisées pour assurer une collecte suffisante de ressources intérieures, parce que le peu qui paye les impôts constitue quelques rares entreprises et qui, dans le contexte de difficultés économiques aujourd'hui, sont sur pression fiscale avec, disons, des taux et qui les met pratiquement à terre. Le seul secteur, c'est le pétrole. Là, vous dites, comme c'est une denrée qui est presque incontournable, vous ouvrez le robinet, la quantité de litres de pétrole qui rentre, vous calculez immédiatement ce qui rentre pour les finances publiques. Parce qu'une grosse partie de ce qu'on paye, le litre de carburant, ce n'est pas pour payer le carburant lui-même, mais c'est une part qui revient à l'État à travers les taxes sur les produits pétroliers et autres. Donc l'État se nourrit de cela. Donc il est en difficulté financière. Donc il faut qu'il augmente là où il a ses ressources. Donc le prix montant à l'étranger, avec la déperdition de notre franc guinéen, ça fait qu'un premier aspect de montée de prix, deuxième aspect faiblesse des ressources intérieures, le gouvernement a besoin de ressources, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a vécu depuis pratiquement très longtemps. Et chaque fois c'est la même chose. 2006, 2007 c'était la même chose. 2017, 2018 c'était pratiquement encore la même chose. 2020, 2021 c'est la même chose. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il faut s'arrêter à faire en sorte que dans le cadre d'une communion nationale, de prendre les mesures qu'il faut pour que dans les années à venir, qu'on n'ait plus ce problème. C'est ça que je peux dire, parce qu'aujourd'hui, ils vont chercher à avoir des finances, ils font des pressions avec des contrats de performance par-ci, par-là, où les activités sont réduites. Donc la douane va presser de son côté les quelques rares qui vont importer, et les entreprises qui produisent seront pressées pour payer plus d'impôts, alors que l'activité internationale et l'activité nationale est au ralenti. Et nous ne nous donnons pas les moyens de se dire il faut changer de méthode, changer d'organisation. Voilà à peu près ce que je peux dire. On peut en dire beaucoup plus dans le cadre plus structuré. Monsieur le Président, peut-être une dernière question. On annonce aussi l'augmentation des frais de consultation dans nos hôpitaux. Est-ce que cela ne traduit pas les propos du Premier ministre qui disait que les mois à venir seront durs? Bon, vous savez, ce que je viens de dire tout à l'heure explique tout. Vous avez pratiquement, si je peux prendre un exemple pour illustrer mes propos, vous avez par exemple, nous avons cette bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau doit servir à nourrir tout le monde. Mais nous sommes suffisamment nombreux pour savoir que cette bouteille d'eau ne va pas suffire. Donc, là où on peut avoir de quoi remplir la bouteille, on va essayer de faire une pression maximale pour que la bouteille soit toujours remplie pour satisfaire dans une certaine mesure la demande en eau. Ça, c'est pour illustrer. C'est-à-dire les finances publiques, si ça ne rentre pas, on encourage l'inflation. Et si l'inflation augmente, cela veut dire que les prix vont augmenter. Et lorsque les prix vont augmenter, cela veut dire que l'État est tenu, là où il peut avoir quelques ressources, d'augmenter ses ressources, de diminuer ses charges et d'augmenter là où il peut tirer quelque chose. Donc les subventions pour aider les familles qui sont en détresse vont être éliminées. Les bourses pour les étudiants vont être suspendues ou diminuées. À l'école, pour faire le master, si vous n'avez pas 15 millions, vous ne pouvez pas suivre vos études dans le cadre de l'école publique, ce qui est l'université publique, ce qui est aberrant. Parce que tous ceux qui gouvernent aujourd'hui, ils sont là parce qu'ils ont profité de l'investissement de l'école publique. Donc ceux qui sont pauvres ne peuvent pas, parce que l'État est en train de diminuer partout là où il y a nécessité de dépenser pour satisfaire des intérêts de la population, parce qu'il y a d'autres charges qu'ils considèrent comme étant prioritaires. Donc tout ce qui peut être augmenté, ils vont chercher à augmenter cela sans se poser la question pour changer. Et pour changer, il faut créer de nouvelles activités, il faut créer de la richesse, il faut encourager le secteur privé.
qui crée de l'emploi, donc qui va payer des taxes pour les salariés, etc., etc. Donc il faut avoir un climat d'apaisement dans le pays pour que ceux qui ont des ressources puissent avoir les moyens et oser investir pour créer de l'emploi, créer de nouvelles richesses. Si tout cela n'est pas fait, il va de soi, la politique qui est en train de suivre, c'est une politique suicidaire. Peut-être une question subsidiaire par rapport aux questions que la presse a posées tout à l'heure. Monsieur le Président, je voudrais savoir quelles pourraient être les conséquences de ces augmentations sur la vie des populations guinéennes déjà, qui vivent une situation très difficile. Et en tant que leader politique, si vous avez des conseils à donner au gouvernement guinéen, quels pourraient être ces conseils-là? Moi, je pense que les conseils que nous nous donnons, c'est ce que nous sommes en train de faire. Avec le mémo qui est fait et ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut, dans un contexte de difficulté, faire en sorte que tout le monde soit conscient que la difficulté est valable pour tous. Donc il faut rassembler, il faut apaiser, il faut que tout le monde se rende compte le mal, c'est nous tous qui devons le supporter. Et pour que nous le supportions, il faut calmer le jeu intérieur, pacifier les choses, d'où la nécessité d'avoir des politiques en ce qui concerne les détenus, en ce qui concerne les autres secteurs, pour que, de ce point de vue, les choses se calment, afin de faire face à des difficultés qui sont structurelles, notamment sur le front social, sur le front de la pandémie, pour nous permettre ensemble de tenir les coups des franches. Lorsqu'un pays est agressé, le réflexe, indépendamment des positions des uns et des autres, c'est de se rassembler. Et nous sommes agressés par des conjonctures qui ne sont pas de notre fait. Cette pandémie, ces difficultés économiques, entre autres, et tout ce que la pauvreté qui s'élargit en conséquence. Vous êtes le dirigeant. Devant ça, il faut taire les autres problèmes. Il faut diminuer les autres facteurs de crise. Il faut rassembler sa population. Il faut aller dans le sens d'une dynamique d'union nationale, entre guillemets, union nationale, pas dans le sens politicien du terme, mais dans un sens qui permet de satisfaire les intérêts nationaux. C'est ça qu'il faut faire. Et après, dedans, chacun va se dire, ah, mon pays est en difficulté, mon rôle, c'est de contribuer à ce que cette crise passe. Et après, dès que la crise va passer, on va reprendre nos habitudes, disons, de conflits politiques et autres dans un environnement beaucoup plus stable et apaisé. C'est ça. Le président de la République aujourd'hui a une lourde responsabilité pour répondre à ce défi majeur qui était prévisible, mais qu'ils ont sous-estimé en estimant qu'ils ont suffisamment la force et la détermination pour passer à travers toutes les mailles. Mais là, la difficulté, elle est là. Depuis plus de 30 ans, la Guinée n'a pas connu la crise que nous sommes en train de vivre. Je crois que vous êtes en train de me fatiguer. Je crois que nous sommes au terme de cette Assemblée générale d'aujourd'hui, que j'ai trouvé très intéressante d'ailleurs. Et c'était un plaisir, un réel plaisir pour moi d'être le facilitateur. Et je voudrais pour cela remercier tous les responsables qui m'ont confié cette tâche en dépit de mes limites. Et je voudrais aussi profiter de la presse, vous qui portez la voix de l'UDMG, aussi bien en Guinée qu'à l'étranger, parce que l'eût été votre concours, je ne crois pas qu'on serait à ce niveau-là. Merci très infiniment. Et je vais profiter pour remercier tous les militants qui ont fait le déplacement aujourd'hui, parce que c'était nécessaire. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, en Guinée et à l'étranger, nous leur souhaitons bon temps et nous leur disons que nous sommes à leur disposition. Je voudrais profiter très sincèrement pour remercier M. Soumaré. M. Soumaré qui est venu en séjour en Guinée et qui est très occupé, mais malgré tout cela, il a jugé nécessaire d'honorer de sa présence parmi nous. Nous sommes très contents de votre présence, M. Soumaré. Et encore une fois, bienvenue dans cette famille politique et vous avez fait un très bon choix. C'est la même chose pour notre ami Silla, qui vient aussi adhérer à notre parti politique. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes de la même famille politique et merci très infiniment. On se reverra prochainement. La prochaine Assemblée générale, la date vous sera communiquée avec les conditionnalités de participation. Merci très infiniment.
À tout honneur, Monsieur le Président, vous allez lever la séance. Bien, merci. Je pense que la prochaine assemblée, si les conditions sanitaires le permettent, aura lieu en plein carême. Donc d'ici là, on souhaite à toute la communauté musulmane et à tous nos adhérents de confession musulmane un bon carême et de prier pour la Guinée, de prier pour tous les enfants de la Guinée, pour que les difficultés que nous vivons puissent être des difficultés passagères pour l'intérêt de tous. Merci beaucoup. Merci. La séance est levée.